Bonjour les investisseurs, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau témoignage, pour cette nouvelle interview des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une personne que je vais interviewer, mais c'est un duo. Simon et Manu. Non, on l'a refait. Manu et Simon. Yes. Voilà, donc ils me reçoivent chez eux à Lille, à côté de Lille, où on s'était rencontrés dernièrement à un séminaire. Ouais. On avait sympathisé. On a échangé, on a partagé et aujourd'hui je me retrouve chez eux pour vous véhiculer leur état d'esprit, leur philosophie de vie pour qu'à votre tour vous puissiez vous imprégner de leur histoire, de leur parcours. Alors c'est à vous. Ma question, pourquoi l'immobilier? Comment vous en êtes venu à faire de l'immobilier? Parce que vous n'êtes pas issu du monde de l'immobilier. Non, pas du tout. On est les premiers dans notre famille à avoir fait ça. On est les précurseurs. Pourquoi on a fait de l'immobilier? C'est une bonne question. Moi, ma motivation, la première, c'était de voyager. Donc, créer des revenus passifs pour pouvoir voyager. Par contre, on ne s'est pas présenté. Ouais. Alors, Simon. Donc Simon, j'ai 28 ans, je suis responsable de production et on est l'auteur du site acheterunimmeuble.fr où on est spécialisé dans les conseils sur l'investissement dans les immeubles de rapport. Avec Manu. C'est ça, donc moi j'ai 26 ans, je suis responsable ressources humaines dans l'industrie et ça fait maintenant 2 ans qu'on fait de l'immobilier avec Simon. Alors pour en revenir à ma question, quel a été ce déclencheur? Parce que vous ne faites absolument pas partie d'un milieu de l'immobilier. Non. Quel a été l'élément déclencheur où vous vous êtes dit je vais investir, je vais passer à l'action? En fait, comme tu l'as dit, nous on n'est pas du tout du milieu de l'immobilier puisqu'on a été les premiers dans notre famille à faire ça. Et l'élément déclencheur, ça a été le fait de vouloir se créer des revenus passifs pour pouvoir voyager. On a une passion, Manu et moi, c'est de voyager. C'est ça, alors à ce moment-là, Simon, lui, il commençait à s'intéresser à la bourse. Moi, la bourse, c'est pas du tout mon truc. Le fait de spéculer, je me sentais pas à l'aise. C'est pas le pilier d'enrichissement qui t'intéresse. Exactement, c'est pas le pilier d'enrichissement qui m'intéresse en premier. Par contre, je me suis dit, l'immobilier, ça m'intéresse. Quand j'ai fait mes études, à la base, je voulais même faire un BTS dans l'immobilier. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion, on va avoir un projet en commun, une passion commune et en plus se créer des revenus passifs pour voyager. Mon BTS, je vais le faire en investissant dans l'immobilier. C'est ça, exactement. Voilà. Et alors vos investissements, vous avez quel âge? Rappelez-moi vos âges. 28. Et 26. Et 26. Vous avez commencé à investir à quel âge? Il y a 2 ans, donc j'avais 26 ans, on va dire. Et 24. Et 24, c'est Et ça. 24. Donc très jeune pour vous lancer dans le grand mal d'investissement immobilier. Ouais, en fait, moi j'étais encore en CDD à ce moment-là. C'est le moment où j'allais tout juste passer en CDI. Ouais. Donc je me suis dit, c'est l'occasion d'optimiser le CDI, de profiter pour avoir un bon dossier bancaire. On est tous les deux cadres dans le privé, donc les banques elles aiment bien ça, et développer notre patrimoine. D'exploiter au maximum votre CDI. C'est ça. Cet atout en fait. Et alors ce premier investissement, ouais. Dans quelle direction, comme vous le savez tous, quelle direction vous avez donné à cet investissement immobilier, sachant que des directions, des chemins, il en existe des dizaines, des centaines. On a tous notre état d'esprit, notre philosophie de vie, notre parcours personnel, notre situation personnelle, professionnelle. Donc vous, quelle a été la vôtre pour cet investissement, pour ce premier investissement? Nous, en termes de stratégie, on s'est vraiment posé la question quelle stratégie immobilière on allait utiliser, puisque moi, je suis un ingénieur, donc je fais très attention au ratio temps de travail, bénéfice en fait. Donc on voulait trouver quelque chose où on pouvait avoir des bonnes rentabilités sans avoir trop de travail. Donc on a mis tout de suite de côté la location saisonnière qui pour nous, à l'époque on pensait en tout cas que c'était beaucoup de travail. Donc on s'est tourné vers un intermédiaire qui était pour nous la colocation. Donc le premier investissement qu'on a fait c'était en coloc. Et ce qui a vraiment été un tournant pour cet investissement, ça a été d'abord de se former. Donc en fait, on s'est formé dans un premier séminaire. On y était allé avec notre idée, on veut investir, mais on ne sait pas encore très bien quelle stratégie. Et dans ce séminaire, il y avait une personne qui faisait de la coloc. Et on s'est dit, c'est super, on a de la rentabilité, on a du travail, mais pas autant qu'en location saisonnière. Allez, on se lance, on achète une maison sur l'île et on fait de la coloc. L'île, c'est étudiant, donc c'est parfait, on y va. Voilà. Je vais faire un petit coup de pub, ça me fait plaisir.
Elle voulait parler d'Audrey Perrin. Voilà, je te fais une C'est petite ça. dédicace, Audrey, au passage, et pensez à toi. Miss CAF, qui Miss nous a CAF. marqué. Voilà, petite dédicace, bisous. Donc vous vous formez, vous allez vous former via des séminaires. Ouais, c'est ça. De votre formation en séminaire jusqu'au passage à l'action, jusqu'au passage à l'acte, il y a combien de temps? Bah, il y a quelques mois, hein, le séminaire de mémoire, ça devait être vers avril et on a signé le premier compromis au mois d'août. Donc juste le temps de rentrer, se mettre à chercher, faire notre étude de marché, se familiariser avec des offres. Alors nous, c'est pas se loger comme toi, c'est plutôt le bon coin, on aime bien. Et ça y est, on est passé à l'action juste au moment où j'avais ma promesse d'embauche en CDI. Voilà, c'est super, vous avez appris et rapidement, vous n'êtes pas resté dans l'inaction, vous avez appliqué ce que vous avez appris, tout ce que vous avez pu échanger, partager avec les autres personnes qui étaient venues aussi assister à ce séminaire, et vous avez été directement mis en pratique justement pour ne pas procrastiner, pour ne pas oublier, pour ne pas que ça parte aux oubliettes dans votre esprit, dans votre cerveau. C'est clair. Et ça a été votre seconde formation qui vous a permis de vous lancer dans l'immobilier. C'est clair. Alors cette colocation, ce premier investissement, c'est un investissement réussi, vous en êtes satisfait? Ah non, pas du tout. C'est C'est un investissement, ce que je veux dire, de confiance. Ça vous a mis en confiance? Ouais, clairement. Le premier investissement, c'est un peu bateau de le dire, mais c'est vraiment le plus important. C'est celui qui va vous donner la confiance pour l'avenir. Donc nous c'était une maison, une 1930 avec la brique rouge comme dans le Nord, 3 chambres. On a acheté ça, donc elle était affichée à 136 000 euros et on a fait une bonne négo, on l'a touché à 120 000 euros. Donc 16 000 euros de gagner. Voilà. L'agent il croyait pas, mais on a demandé à vraiment pousser le dossier et au final ils ont dit oui. En fait, on y allait au culot, c'était le premier investissement, on était un peu formés mais aussi encore un peu naïfs. Donc on s'est lancé, on s'est dit allez on y va, au pire ça sera un nombre, on recommence et ça a marché. Donc, première grosse astuce, vous posez une question, ils ont posé une question, ils ont gagné 16 000 euros. En quelques secondes, ils ont gagné 16 000 euros avec une question. Voilà, donc n'hésitez pas à négocier, même si vous êtes une bille en négociation. Voilà, sinon si vous êtes une bille, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous ne voulez pas sortir de cette zone de confort pour poser cette question, pour aller au-devant, faites-vous représenter par un ami, par votre petit ami, votre petit copain. Faites-vous représenter par quelqu'un juste pour poser une question. Bien sûr aussi après mettre en avant pour justifier. Ce qu'il faut c'est justifier cette baisse de prix. Mais cette justification passera par une question et pourra vous faire gagner beaucoup d'argent. Ouais. Ça c'est hyper important ce que tu dis, la justification. En fait nous on le fait systématiquement pour faire comprendre que c'est pas faire baisser le prix pour faire baisser le prix. En fait quand on visite, on va regarder ce qu'il y a à faire, on va faire la liste. Les travaux, La liste des travaux, tout simplement. Donc là, dans la coloc, il fallait changer le carrelage, il fallait refaire quelques peintures. Et tout ça, on l'a listé pour expliquer à l'agent immobilier. On lui a donné des billes pour aller négocier pour nous. Et on l'a récapitulé dans un mail au moment de faire la proposition de prix. Tu as fait un état des lieux de tous les petits défauts qui n'allaient pas. Tu as mis ça en avant pour faire baisser ton prix. Lors de la visite aussi important, toujours garder la règle numéro 1, garder son émotionnel pour soi. N'allez pas faire une visite en disant waouh c'est super, c'est génial, c'est ce que je veux. Même si c'est la vérité, vous dites non c'est nul, c'est pas ce que je veux, il y a plein de défauts. C'est comme ça que vous arriverez à négocier. Votre émotionnel, vous le laissez, quand vous allez faire une visite, vous le laissez chez vous, émotionnel. Et vous allez faire votre visite sans votre émotionnel. Ça c'est très important. Alors après vous achetez votre première colocation, donc très satisfait, ça se passe très bien. Et comment se passe la suite de vos investissements? En fait, on a eu une bonne rentabilité, on a atteint les plus de 12% sur cet investissement et on s'est dit pourquoi s'arrêter là en fait? Tant que je gagne, je joue. Donc là, on a voulu passer vraiment à la vitesse supérieure et pour ça, la meilleure stratégie pour nous en tout cas, c'était l'immeuble de rapport. Ah, l'immeuble de rapport. Rien que le mot, ça fait la vie. Ça sonne bien en fait, immeuble de rapport. Et l'immeuble de rapport, ça reste quand même votre deuxième investissement. Ça reste l'immeuble de rapport, c'est combien de temps après la colocation?
C'est encore une fois quelques mois après la colocation. Donc c'est dans la même année que votre formation quasiment? Ouais, c'est dans la même année. On avait fait le premier investissement en août, donc là on devait être tout début de l'année d'après en fait. Ouais. Donc même pas 6 mois après. Pareil, on a signé le compromis, on a fait le dossier bancaire et là c'était parti. C'était parti pour 6 appartements, donc 6 locataires en plus cette fois-ci. Et justement, comment vous faites tous les deux à ce moment-là? Parce que moi, quand je reprends mon expérience, où j'ai acheté un studio, un deuxième studio, un troisième studio, quatrième studio, on m'aurait dit à cette époque-là, t'achètes un immeuble de 6 appartements, et j'aurais peut-être pas eu les épaules. Comment vous appréhendez cette démarche de vous dire, je vais acheter un immeuble de 6 appartements, alors que votre formation, vous l'avez faite 6 mois auparavant? Ouais. Déjà, nous on est 2. Donc quand c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui sont un peu dans votre cas, qui sont peut-être autant complices, dans un projet pour avancer ensemble de cette sorte. Donc quels a été vos atouts justement pour passer à la vitesse supérieure, appréhender, pour investir dans ce nouveau bien? Je pense que Simon, toi, c'est la notion des 20-80, c'est se dire je vais travailler moins et je vais avoir directement 6 appartements. La loi Pareto. Exact, bien. Ouais, non, c'est ça, il faut trouver les 20% d'actions qui génèrent 80% des résultats. Si vous achetez un immeuble, vous passez une fois devant le notaire, vous faites. Alors, les visites, ça dure, c'est en une fois, c'est un peu plus long parce qu'il y a plus d'appart, mais au final, vous faites qu'une fois les choses et d'un coup, vous vous retrouvez avec 6 appartements. Enfin, en tout cas, c'était ça pour notre cas. Donc, vraiment. Comment on a eu les épaules? On a pris notre calculette, on a regardé la rentabilité et puis on a bien visité le logement, on a fait attention à tous les détails et puis on s'est lancé. Il faut avoir peur, mais y aller quand même, c'est comme ça. Ce mot immeuble, quand on entend parler immeuble, moi je me souviens quand j'ai acheté mes premiers immeubles, que je racontais ça aux gens, mais les gens ils me regardaient avec des yeux. Immeuble. Et t'as pas eu peur, vous avez pas eu peur d'acheter ce mot immeuble? Vous avez pas freiné dans ce deuxième investissement? Pas vraiment en fait, parce que c'est une des croyances aussi des gens, c'est que quand on parle d'immeuble, tout de suite les gens ils voient la tour Montparnasse. Voilà, la tour au minimum. Alors qu'en fait on peut toucher des immeubles, en tout cas à Lille, à moins de 150 000 euros quoi. Écoutez. Moins de 150 000 euros, donc c'est largement accessible pour tout le monde. Et là, c'est vraiment une opportunité. À la base, on regardait pas le secteur où on a acheté cet immeuble. On regardait, depuis le début, on vise un secteur et on n'a aucun bien dans ce secteur. On a toujours acheté des trucs autour. On est allé voir une agence immobilière. L'agence immobilière nous a parlé de l'immeuble. Ça faisait 1 an qu'il était en vente. Le vendeur avait du mal à vendre. Il avait baissé son prix. On s'est dit, de toute façon, on n'a rien à perdre. On va aller visiter. C'est juste un peu de temps. Et puis, au fur et à mesure, on s'est laissé convaincre. L'immeuble était bien, on a rencontré les locataires, on a vu que les travaux on les ferait au fur et à mesure et on a fait surtout une négociation de 50 000 euros. Donc ça nous a aidé aussi à passer à l'action. 50 000 euros pour l'immeuble? On l'a acheté 50 000 euros moins cher que le prix affiché. Ah oui, une deuxième question, 50 000 euros en 2 questions, 66 000 euros. Exactement. Voilà, 66 000 euros dans votre poche. Dans notre poche. Carrément. Écoutez bien, c'est encore une fois, avoir insisté sur la négociation, même si vous semblez que c'est peut-être irrespectueux, parce que c'est souvent le sentiment qu'on peut avoir. C'est pas correct de demander 50 000 euros, tout ça. Non, voilà, c'est une question. Au pire des cas, vous aurez un non. Au pire des cas, de 50 000 euros, vous pouvez passer à 30 000 euros de négociation. Laissez-vous toujours aussi une marge de négociation par rapport à une contre-offre. Mais bon, voilà, la preuve vivante en est qu'on peut économiser 66 000 euros en 2 investissements. Ouais, c'est clair. Après, il faut bien se remettre dans le contexte du projet. C'est-à-dire que si vous allez voir n'importe qui et que vous lui demandez 50 000 euros en moins sur sa maison, ça va pas passer à tous les coups. On s'est fait envoyer balader plein de fois aussi. Mais là, le contexte de ce vendeur, il était OK pour négocier aussi loin. Voilà. En fait, la notion clé, c'est trouver le bon vendeur. Là, on lui a presque rendu service, il était loin, il en avait marre de gérer, ça lui coûtait de l'argent, il y avait quelques travaux à faire, il avait plus envie. Et nous, on arrive comme ça avec notre fraîcheur, notre jeune âge, ça a été encore un atout. Et on s'est dit, tiens, nous, on a l'énergie, on y va. Et les locataires sont contents aussi parce qu'ils voient de nouveau le propriétaire.
Alors les internautes, moi je me mets à la place de l'internaute, ils se disent ah, c'est bien beau, une maison, 3 appartements, colocation, un immeuble, 6 appartements, mais non tout ça, le financement. Comment ça se passe pour le financement? C'est bien beau de vouloir se projeter, l'internaute il doit se dire ah, moi aussi je me projette, je veux bien me projeter sur une maison, sur un immeuble, mais pour le financement comment on fait? Vous aviez du cash, c'est vous qui avez, vous avez tout fait financer, votre famille vous a aidé, vous avez eu un héritage, comment ça s'est passé concrètement? Vous êtes passé par 2 banques différentes? Déjà, il n'y a pas d'héritage dans ma famille, donc ça c'était réglé. Sur le financement, nous on achète sans sortir un euro de notre poche. Ouais. D'accord. Donc ça c'est vraiment notre credo. 110% à chaque fois? 110% à chaque fois. Donc 110%, c'est juste une petite parenthèse, c'est frais de notaire inclus. Ouais. C'est ça. Ça. Le premier investissement, on a fait un petit mensonge, on a dit que c'était notre résidence principale. Pas bien. Ouais. Parce que si on ne disait pas que c'était notre résidence principale, la banque ne comprenait pas et notre profil il était parfaitement dans la cible, des primo-accédants qui veulent acheter leur résidence principale pour se marier, faire un enfant, construire une famille. Donc on était pile poil dans la cible et on a juste dit finalement on a changé d'avis, de par notre travail, on a décidé de louer. Et le deuxième investissement, on est retourné voir la même banque, donc c'était pas le même conseiller mais c'était la même banque. On lui a fait tout simplement un PowerPoint qui présentait la situation du premier investissement, le deuxième projet, avec une hypothèse basse qui était l'hypothèse actuelle et l'hypothèse haute avec ce qu'on voulait faire des loyers. Et pour l'anecdote, on a su que le PowerPoint avait tourné dans l'agence parce que c'est pas courant d'aller voir la banque comme ça avec une présentation, enfin ça faisait pro en fait, c'est le feedback qu'on nous a donné. Voilà, quand vous démarchez un organisme bancaire, votre banquier, il faut vraiment que vous en preniez connaissance. Le banquier que vous avez en face de vous, déjà, avant d'être un banquier, c'est un être humain. Et c'est un être humain indirectement. Vous ne le pensez peut-être pas comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il va s'engager avec vous par rapport à la somme d'argent que vous lui demandez. Vous demandez, admettons, 150 000 € au Crédit Agricole. Ce n'est pas uniquement 150 000 € au Crédit Agricole que vous allez demander, c'est aussi 150 000 € à votre banquier qui va s'engager avec vous indirectement. Ce n'est pas son argent, mais il s'engage avec vous dans son investissement. Et tout simplement, moi je me mets à la place du banquier. Si en face de lui, il a 1 ou 2 personnes qui viennent avec un dossier complètement en désordre, ça va refléter aussi l'image de la personne. Un dossier en désordre, ça va dire que c'est une personne qui n'est pas carrée, qui est peut-être pas fiable, qu'une personne en face de moi qui amène un PowerPoint, une chose que ne font pas les autres, ça va marquer son esprit. Et il va se dire, mais waouh, en face de moi, j'ai vraiment des gens qui sont carrés, qui savent où ils veulent aller, qui vont vraiment qui vont tenir leur comptabilité comme leur PowerPoint, c'est-à-dire vraiment les choses carrées, de manière professionnelle. De manière professionnelle. Et ces gens-là, j'ai envie d'aller avec eux, j'ai envie de leur faire confiance, de leur prêter 100 000, 150 000, 200 000 € pour les accompagner dans leur projet. Et c'est comme ça que vous vous démarquerez. Démarquez-vous de l'état d'esprit des banquiers comme des agents immobiliers. C'est ce que j'ai fait moi pour la recherche de mon appartement que je voulais à Toulouse, que j'ai eu il y a 5 ans en arrière. J'étais pris par le delta de temps, j'avais que 2 jours pour aller, deux possibilités de descendre à Toulouse par rapport à mes diverses activités professionnelles et sportives pour trouver un bien immobilier. Et je savais qu'il fallait que je me démarque de la masse pour trouver le bien de caractère que je recherchais à Toulouse. Appartement plus de 100 mètres carrés, avec du charme, du caractère, dans l'hypercentre, tout à côté du Capitole. Et pour me démarquer des autres, j'ai fait un CV avec photo, avec toutes les caractéristiques. J'ai tout fait. Et le fait de mettre une photo, quand j'ai voulu continuer de relancer des agences immobilières, ils se souvenaient de moi parce qu'ils identifiaient, quand je me présentais, ils m'identifiaient via la photo et de suite ça leur parlait. Et hop, avec Goulven, on allait droit au but. Et les gens qui voulaient les mêmes prestations que moi, dans la masse, leur prénom était rapidement oublié parce qu'il n'y avait pas de photo sur cette personne. Donc ça, c'est une excellente stratégie. Ouais. Le PowerPoint, il y en a d'autres qui font ça aussi avec des fichiers Excel. Ouais. Enfin voilà, soyez vraiment carré cubique avec votre dossier. Des intercalaires, des dossiers pour un dossier taxe d'habitation, un dossier sur l'impôt, un dossier sur vos revenus, un dossier sur votre contrat, sur vos diverses dépenses, voilà, un dossier. Et ce sera carré, voilà.
Donc voilà, très bonne stratégie pour les internautes. Pour en revenir à nos moutons, on disait quoi déjà? Ben, on parlait des investissements, donc ça c'est le deuxième projet. Donc le deuxième projet, immeuble, 6 appartements, donc ça se passe bien. Tout est loué aujourd'hui. Tout est loué aujourd'hui, ouais, les 6 appartes. Quand on l'a récupéré, il y en avait 5 loués et un 6e où on a profité de faire quelques travaux. Ouais. On l'a reloué derrière et là ça tourne. Ça tourne et satisfait de cette expérience immeuble de rapport. Ouais, franchement, on recommande. Je recommande aussi. La preuve c'est qu'on a recommencé en fait. Ouais. Ah, vous avez recommencé? C'est Ouais. pas arrêté là. C'est une drogue. Ah bah, on y prend goût. Hein. C'est clair. Bon, alors la suite, vous avez recommencé, alors de quelle manière? Alors là, toujours pareil. Donc il y a le premier, la coloc, l'immeuble. Ouais. Entre l'immeuble de 6 appartements et vous avez recommencé, il y a combien de temps? Il y a un delta de temps qui s'est écoulé? 5 mois. 3 mois. 3 mois au moment où on a remis en recherche. Ah oui, et 5 mois en tout entre la signature du compromis de l'immeuble et la signature du compromis du 3e projet. Donc, de votre premier séminaire Ouais. jusqu'à la signature de votre deuxième immeuble. 1 an et demi. Ah non, du 2e immeuble, ouais. De deuxième projet. Ouais, 1 an même. Ah oui, en 1 an entre la Le formation séminaire, et ouais. Voilà. 1 an. Séminaire, formation, quelques mois plus tard la colocation, quelques mois plus tard un immeuble de 6 appartements et encore quelques mois plus tard, vous allez me le dire, Un immeuble avec 3 logements sur l'île. Donc là, c'était une affaire en or. Quand je l'ai vu, en fait, j'ai tout de suite appelé, j'ai eu une alerte. Donc je vous recommande surtout, mettez des alertes sur Se Loger, sur Le Bon Coin. Et donc l'alerte, elle a sonné. J'ai tout de suite vu, moi je calcule 2 indicateurs qui sont importants. Le premier, c'est le prix au mètre carré, pour voir si on est dans le marché. Et 2, c'est la rentabilité brute, puisque quand on est sur des immeubles, il n'y a pas de charge de copro, donc je m'arrête à la rentabilité brute. Et là, j'étais tout de suite à plus de 10%, ce qui est assez rare par rapport au secteur. Du coup, là, j'ai tout de suite appelé le notaire, c'était un notaire qui vendait. Et à la base, il me proposait une visite 3 jours après. Et je lui ai dit, bah, moi je travaillais, tout ça, je lui ai dit, justement, je travaillais de nuit ce jour-là. Donc j'ai dit, bah, moi demain matin, 8h, je peux être là à la première heure. Donc il a hésité un peu et puis il m'a dit, bon, bah allez, c'est sur ma route, donc j'y vais. C'était un immeuble qui avait une proposition d'achat et au dernier moment, la personne s'était rétractée. Et rien qu'au prix, il était canon, il était à plus de 12% de rentabilité. Et du coup, le soir même, j'envoie l'annonce à Manu et je dis là, il y a une affaire en or, une pépite. Il faut absolument qu'on fasse une proposition. Si demain il est comme je le pense, parce que j'avais discuté, posé les bonnes questions, tout ça au notaire, s'il est comme il faut, je fais une proposition dans la foulée. Manu ne l'aurait même pas vu. Je ne l'ai pas vu, j'ai juste fait le courrier avec l'offre d'achat. Au prix. Et au prix. Et voilà. dans le prix, il y avait aussi les meubles. Donc ça, c'est la première fois qu'on se retrouve avec les meubles. Donc quand je dis les meubles, c'est pas seulement la cuisine équipée comme on voit souvent. Là, tu avais la table, le lit, enfin tout. Donc là, une deuxième astuce Ouais. avec les meubles. Les meubles, donc là, on n'a pas négocié le prix sur celui-là parce que c'était vraiment canon. Par contre, on a demandé un cadeau et le cadeau, c'était les meubles. Donc c'est une autre technique de Et négociation. sachant que ce que Goulwen essaie de dire, je pense, Je vais te laisser le dire. c'est que en fait, faire baisser les frais de notaire. Exactement. Donc vous pouvez intégrer, faire une enveloppe, estimer combien il y a de meubles dans l'immeuble, et ça va vous permettre de défalquer. Par exemple, il y avait 10 000 euros, on a estimé à 10 000 euros de meubles dans l'immeuble, on a pu le déduire des frais de notaire, de le déduire du prix d'achat, ce qui permet de moindre, voilà, des frais de notaire moindre. Exactement. Voilà, donc ça c'est une astuce, pensez à faire évaluer le montant de vos meubles pour avoir des frais de notaire, pour gagner quelques centaines, voire même quelques milliers d'euros sur les frais de notaire. Yes. Donc là, hop, ça c'est la première surprise, la première surprise, le deuxième, le premier immeuble. Ouais. Emmanuel, la suite. En fait, on ne s'est pas arrêté là parce que comme on cherchait, on a eu plusieurs bonnes opportunités en même temps. Et il y a un autre immeuble qui était très très intéressant. Donc là, pareil, on est allé le visiter. Encore une fois, 3 logements. Là, il est loué. Donc en plus, il y a les locataires. Tout était loué déjà. Tout est donc loué. tu avais un visu sur la rentabilité, sur... La rentabilité, les loyers rentrent tout de suite puisque c'est loué.
Bon là il était en vente, on était aussi dans les premiers à visiter et là on ne pouvait pas l'acheter au prix parce que c'était trop cher par rapport à nos critères de rentabilité de prix au mètre carré. Donc on a fait une proposition en dessous du prix. Le prix à la base c'était 200 000 euros, donc nous on a fait une proposition à 180 000 euros. Elle n'est pas passée, on a eu une contre-proposition à 190. 190, donc ne jamais accepter la première contre-proposition. On renégocie. On renégocie et finalement on l'a touché à 187 000 euros. Ouais. Donc là, voilà, ce qui est intéressant, là, il y a deux astuces, 2 points qui sont intéressants à savoir. C'est le fait déjà d'acheter, que ce soit un immeuble, un studio, n'importe quoi, déjà occupé. C'est plus facile de négocier, parce qu'on vous dira toujours qu'on vendra un bien occupé 10% moins cher que si vous vendiez le même bien vide. La banque adore aussi. Ouais. Très bien pour le financement. Pour le financement et aussi très bien pour connaître aussi l'immeuble. Parce que vous achetez un immeuble qui est occupé, donc ce qui est très important, c'est de questionner les locataires. Les locataires, ils y habitent dans l'immeuble, donc ces locataires, eux, le connaissent par cœur. Que vous ne le connaissez pas, vous connaissez l'immeuble par rapport à une petite annonce, par rapport à des photos, et ça s'arrête là. Mais par rapport à une visite, par rapport à un ressenti, mais ça s'arrête là. Mais souvent, il peut y avoir des vices cachés, il peut y avoir de l'humidité que vous n'allez pas voir, il peut y avoir du bruit, du voisinage. Ouais, le fait de discuter avec vos locataires aussi, vous allez apprendre avec vos locataires. Voilà, il y a des locataires parfois, c'est pas facile. Fuyez. Et voilà, ça vous discutez un maximum avec vos locataires, échanger, partager avec eux, et ça vous permettra d'en apprendre un maximum. Parce que n'oubliez pas, quand même, c'est un investissement. Si vous avez quand même déboursé 100 000, 150 000, 200 000 euros, voilà, c'est pas non plus, c'est pas une baguette de pain. Donc voilà, apprenez à en connaître un maximum sur le bien que vous voulez acheter. Il y a une chose qui est importante quand on achète avec des locataires, c'est de toujours demander les baux et les actes de cautionnement. Ça nous permet de mieux connaître les locataires. Vous les avez rencontrés et après vous les connaissez sur le papier au travers du bail. Est-ce qu'ils ont un emploi? Est-ce qu'ils ont une caution? Ce genre de choses. Tout à fait. Et une question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure, c'est l'organisme bancaire. L'organisme bancaire. Ouais, on n'a pas répondu à cette question. Ouais. Donc les 2 premiers, l'internaute, ouais, ok, d'accord, ils sont gentils, Manu et Simon. Une coloc, un immeuble de 6 appartements, 2 immeubles de 3 appartements, et l'argent, ils ont comment? En fait, lui, l'internaute, lui, c'est ce qui l'intéresse, c'est comment financer tout ça, parce que eux, ils veulent avoir les mêmes projets que vous, ils veulent rêver comme vous, ils veulent mettre en application ce que vous allez leur dire, mais donnez-leur ils ont raison. Des moyens de pouvoir réaliser ça. Alors, comment vous y êtes pris pour financer tous ces biens? Donc, le premier avec votre banque principale, et la suite? Le premier, la banque principale, donc nous, c'est la banque postale qui nous finance. Ouais. Le deuxième, la banque postale. Et puis le troisième, on avait rendez-vous aussi avec la banque postale, sauf qu'entre-temps, on a signé un autre compromis. Donc quand on a eu rendez-vous à la banque postale, de nouveau le PowerPoint, et là c'était avec les 2 projets en même temps. Donc nous on est allé leur présenter les 2 projets, on a demandé les 2 financements en même temps, et ça passe. Donc les 4 acquisitions la même banque. À la banque postale. Sans filouter, en jouant carte sur table. Carte sur table. Voilà, c'est possible. Vous avez tous les deux un CDI, des revenus corrects, et avec. Donc c'est super. Comme quoi c'est faisable. Mais avant de vouloir investir, est-ce que vous êtes formé comme vous avez pu nous le dire, mais est-ce que vous avez pris le temps, le soin de vous constituer ce que j'appelle moi une roue de secours, de l'épargne? En fait, je pense que c'est la base. Énormément sur un oui ou sur un non. Et si vous êtes aussi dans la faisabilité de montrer aux banquiers que tous les mois vous êtes capable d'épargner, que vous n'êtes pas découvert, tout ça vous remplissez. Vous aviez déjà travaillé sans même vouloir le faire dans un futur projet, mais est-ce que déjà en amont vous aviez déjà pas cette culture, mais cette habitude d'épargner, habitude, et on va dire cette habitude d'épargner? Oui, en fait, c'était la première chose qu'on a fait avant même de s'intéresser à l'immobilier. C'est cette éducation de vouloir épargner et d'avoir des comptes propres. Éducation financière. Donc là, moi, j'ai lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. La base pour apprendre à se payer en premier. Donc se payer en premier, ça veut dire je reçois mon salaire, j'épargne tout de suite, j'ai des virements automatiques qui partent vers les différents supports de placement. Donc par exemple l'épargne de précaution, moi elle va aller sur un livret A. Après j'ai d'autres supports financiers un peu plus rentables
pour continuer d'avoir de l'épargne de précaution qui est moins disponible. Mais ça, c'est hyper important pour le banquier. Le banquier regarde si on a de l'épargne, mais il regarde aussi nos habitudes de consommation et nos habitudes d'épargne. Donc ça, pour notre cas, c'était déjà un réflexe qu'on avait. Donc vous avez déjà en amont, vous avez déjà constitué vous avez déjà une bonne éducation financière, ce qui vous a permis d'épargner, de montrer aux banquiers que vous aviez la tête sur les épaules, que vous étiez responsable via l'argent que vous mettiez de côté, via le fait que vous ne soyez jamais à découvert. Donc tout ça jouait énormément aussi, je suppose, dans la suite de vos investissements immobiliers. C'est clair, ouais. Donc voilà, donc retenez une chose, voilà, la première chose c'est avoir une éducation financière, épargner, ne jamais être à découvert, être responsable. Ensuite, ça va être vous former, échanger, partager, pas de crédit à la consommation, ça faut les bannir. Nous on est locataire aussi de notre résidence principale et ça joue. Aussi, ouais. Parce qu'on n'a pas de crédit immobilier pour notre résidence principale. Donc tout ça, c'est à prendre en compte si après vous voulez mener à bien votre projet immobilier. Voilà, avant de mener à bien un projet immobilier, il y a beaucoup de choses à faire en amont, ça se travaille. Et si vous avez des refus des banques, demandez-leur pour le pourquoi du comment ce refus et ce dossier, retravaillez-le de façon à l'optimiser pour que la prochaine fois, ce soit un oui. Alors pour finir avec cette interview, déjà par rapport au projet, là aujourd'hui, il y a peut-être d'autres immeubles que vous avez achetés, on n'en a pas encore parlé. non, là ça y est, c'est bon. Moi j'en regarde, hein, je suis sur mes alertes, elles sont en place. Hein. Ça peut sonner à tout moment. Eh oui, toujours à l'interaction. Et votre futur, comment vous voyez votre futur là, vous avez pour 2017, 2018, vous avez des futurs projets d'investissement où vous allez faire ce qu'on appelle l'immobilier, un premier palier, vous allez un peu vous poser, laissez-vous bien vous amortir, continuer de vous former, d'échanger, apprendre d'autres stratégies peut-être, continuer d'épargner. Quels sont votre futur dans les 2 ans à venir? On aimerait bien voyager, donc profiter un peu. Pour l'instant, on a pas mal travaillé sur les investissements, donc on va étudier pourquoi pas un beau voyage en 2018. Au niveau investissement, on est toujours à l'écoute de bonnes affaires. Hein. Nous, on cherche la bonne affaire. Si on trouve une bonne affaire et qu'on peut présenter un financement et qu'on l'obtient, on ne s'en privera pas. Donc, on optimise notre CDI, clairement. Ça, c'est la suite à faire, quoi. Et une dernière question pour clôturer ce témoignage. Si avec du recul, quand vous regardez derrière vous, tout ce que vous avez pu mettre en place, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez la même chose, sachant que vous avez tout fait en 1 an et demi, donc ça a déjà été super rapide. Mais voilà, vous avez appris énormément de choses de par vos investissements. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez des choses différemment? Et quels conseils vous donneriez aux internautes qui nous regardent, aux internautes qui ont envie de se lancer, aux internautes qui ont envie de vous ressembler, de faire la même chose que vous? Voilà, quelle expérience vous en tirez de tous vos investissements? Moi, je pense que ce que je retiens déjà, c'est le fait de se former. Commencer petit, pour nous, c'était une bonne stratégie. La coloc, ça nous a permis d'apprendre avant de nous lancer sur des immeubles de rapport. Ils ont commencé petit moyen. Directement par la coloc, une maison. Petit moyen, mais... en tout cas, commencez à au niveau où vous vous sentez à l'aise, en fait. À votre rythme. C'est ça. Allez-y à votre rythme. C'est clair. Voilà, c'est ça. Nous, notre stratégie, c'est les immeubles de rapport. Mais si vous êtes débutant, on vous dit pas forcément de commencer tout de suite par un immeuble. À part si vous le sentez, il faut vous sentir à l'aise, en fait. La deuxième chose, c'est oser se lancer. On s'est formé, on est passé à l'action, on a osé négocier le prix. Et là, maintenant, notre force aussi, c'est d'être à 2. Quand on est à 2, nous, on est complémentaires. Donc, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais par exemple, les visites, maintenant, on a chacun notre rôle. Donc, Simon, lui, il va être là avec sa checklist. Il va regarder, il va prendre les mesures, il va regarder les travaux à faire. Moi, je vais plutôt prendre les vidéos, je vais discuter pour en savoir plus sur le vendeur. Et aussi, dans notre gestion au quotidien, quand il y en a un de nous deux qui a un coup de mou, en général, l'autre à ce moment-là est dans une phase où il est super motivé. Donc ça, c'est inspirant. Voilà, c'est ça.
Voilà, hop, Manu va pas bien, hop, Simon rééquilibre, Simon va pas bien, hop, Manu est là. C'est ça. Et voilà, c'est C'est le duo gagnant. Voilà, c'est comme ça, on sait qu'à plusieurs, on va beaucoup plus loin. C'est clair. En tout cas, voilà. Si cette interview vous a plu, si l'expérience de Manu et Simon Bien. vous a plu, vous inspiré, bah, n'hésitez pas à partager cette interview, ce partage, à le liker, à en parler autour de vous. Moi en tout cas, j'ai été ravi de faire votre connaissance, d'échanger avec vous sur votre parcours, d'apprendre de votre expérience. Et je vais vous offrir mon livre que vous avez déjà lu. Bah, Ça bien vous sûr. permettra de le faire gagner via votre futur blog. Acheteunimmeuble.fr. Voilà, bah, de le faire gagner ou de l'offrir à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier. Donc voilà, donc c'est comment je me suis constitué un patrimoine immobilier, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 €. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter, à me faire des retours sur mon blog www.businesschallenge.fr ou sur Amazon. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux témoignages. À votre succès, à bientôt, bye bye. Salut! Ciao.